souhaiter vous parler des grands noms de l'eau. Ici, on ne va pas aller trop dans le détail. Par contre, j'aimerais que vous puissiez avoir connaissance de certains noms. Parce que quand on rentre dans le monde de l'eau, il y a plein de connaissances qu'on n'a pas. Moi, j'avais la chance d'être au chômage ou avec peu d'activité et j'ai pris beaucoup de temps pour m'informer. Ça prend du temps, on trouve des vidéos extrêmement intéressantes. Je me suis rendu compte comme c'est difficile ensuite d'arriver à en faire une synthèse parce que je n'ai pas les écrits correspondants et j'ai pas eu le temps d'aller repiocher dans les vidéos. Donc il y a des choses, j'aurais voulu mettre plus d'informations à certains endroits que je n'ai pas pu retrouver. Donc au moins vous aurez déjà un panorama de ces grands noms. Donc on va parler de Marcel Violet, de Louis-Claude Vincent et Jean Rousseau, René Quinton, Victor Schauberger, Theodor Schwenk, Alexander Lauterwasser, Villu, Jacques Benveniste, Johan Grandeur, Roland Clocher, Masaru Emoto et le professeur Marc-Henri. Et je pense que dans la liste, il y a des noms déjà que vous ne connaissez pas. Tout à fait. Voilà, on va commencer par Marcel Violet. Alors, l'ordre, c'est celui que j'ai choisi. Il n'est pas aléatoire, mais il est tel quel. Il n'est ni chronologique, ni... non, personne ne pas la logique. Marcel Violet, c'était un ingénieur arts et métiers, un Français, 1887-1973. J'allais dire, il n'y a pas très longtemps qu'il est mort, quoi que ça commence à dater. On a une vidéo qu'il a fait d'une conférence, une des toutes dernières qu'il a fait dans sa vie, qui est passionnante. On peut trouver sur Internet. Il a commencé dans la construction de voitures de course, et comme pilote de voitures de course, il a remporté des rallyes. Puis il a été aviateur pendant la Première Guerre mondiale, et il a découvert l'existence d'un rayonnement qu'il appelait un rayonnement pénétrant, qui n'était pas lumineux, mais qui était porté, enfin qui était associé au rayonnement lumineux. Et ça, il a découvert entre les deux guerres. Il a étudié les effets donc, de stimulants biologiques de cette fréquence, qui a été estimé par un de ses collaborateurs, ou un de ceux qui ont poursuivi ses travaux, à 10 puissance 24 Hz. C'est colossal, vraiment. Donc, voir les effets sur l'eau et sur les végétaux. Il a développé un appareil pour traiter électro-vibratoirement l'eau. Donc, c'est une machine dont il y a eu un prototype, et il y a eu un brevet. C'est un condensateur à la cire d'abeille, en se basant sur les travaux de Vigan, et qui permet de transformer cette énergie cosmique en énergie électromagnétique qui est stockée dans l'eau. Donc là, on nous parle d'énergie électromagnétique stockée dans l'eau. Donc, on prend une fréquence très très haute, à 10 puissance 24 Hz, et on vient l'induire dans l'eau, de manière à modifier l'eau. Alors, il a fait une analogie entre les qualités de cette eau et les eaux de pluie d'orage dopées par les éclairs. Parce qu'il s'est rendu compte que les animaux, quand ils ont le choix entre une eau de source humaine et une eau d'orage, ils choisissent l'eau d'orage. Et encore plus si c'est entre une eau du robinet et une eau d'orage, c'est très très net. Donc l'eau d'orage a des caractéristiques particulières. D'ailleurs, dans Lyon, on trouve un lieu où on peut se baigner dans l'eau d'orage, enfin de l'eau flashée. Ça s'appelle Aquaprima. Aquaprima, ça n'existe plus. Hein. Ouais, ils ont fermé là maintenant. Donc ça n'existe plus, vous arrivez trop tard. Vous auriez vu. Il a fait des tests, il a fait de nombreux tests scientifiques de cette découverte et il a publié donc, des tests par rapport à l'agriculture, par rapport aux animaux, par rapport à la santé. C'est assez étoffé. Et puis, au début, il avait très peur parce que c'est l'époque où on a découvert les rayons X. Et les rayons X, on s'est vite rendu compte qu'ils étaient très toxiques. Alors là, ça vibrait encore beaucoup plus vite. Donc, il n'osait pas faire les tests ni sur les animaux ni sur les humains. Il a essayé sur les animaux et il s'est mis à l'essayer sur les humains uniquement à un moment, quand son médecin qui est allé le voir pour une maladie qui ne lui semblait pas si grave que ça, lui a dit qu'il était condamné et qu'il n'avait que pour quelques mois à vivre. Il s'est dit, foutu pour foutu, j'essaye mon eau. Et il n'est plus jamais retourné chez le médecin, il a été guéri. Donc ensuite, il a fait des expériences. L'expérience que vous trouvez dans la vidéo de Loïc sur les rats, où on a dopé des rats avec de l'eau énergétisée pendant cette génération et qui avait une santé hors du commun, capable de résister à quantité de virus, de poisons et autres.
Voilà. Et il est l'auteur de l'ouvrage L'énergie cosmique au service de la vie ou Le secret des patriarches que vous trouverez ou que vous trouvez déjà dans la liste des documents qui sont à votre disposition sur Moka. Un grand nom. Un grand nom. Louis-Claude Vincent. Alors, Louis-Claude Vincent, lui c'est un ingénieur français, le père de la bioélectronique de Vincent. Son truc c'était de mesurer les paramètres électroniques dans des milieux liquides pour connaître l'état de santé d'un milieu et pour cela il a développé un appareil qui s'appelle le bioélectronogramme. Comment il en est arrivé à ça? C'est qu'il a eu à s'intéresser à des gestions de réseaux d'eau un peu partout en France. Et puis il s'est rendu compte que, en fonction de la qualité des eaux, il y avait une corrélation avec l'état de santé des populations qui buvaient cette eau. Et qu'il y avait certaines pathologies dans certaines régions, typées par certains types d'eau, et que c'était d'autres pathologies dans d'autres régions qui avaient d'autres types d'eau. Alors, il a cherché quels étaient les paramètres intéressants, et il s'est intéressé au pH, qui mesure potentiel isogène, qui mesure l'acidité ou l'alcalinité. Le pH va de 0 à 14, c'est une échelle exponentielle, et ça mesure la concentration en protons. Il s'est intéressé également à un autre paramètre qu'on appelle le RH2, c'est-à-dire le potentiel d'oxydoréduction, la capacité à oxyder ou à réduire. C'est la chimie. Là, celui-ci va de 0 à 42 et le neutre est à 28, donc il n'est pas au milieu. Ça nous mesure la concentration en électrons. Ici, concentration en protons, ici, concentration en électrons. Et la résistivité, qui mesure la concentration en électrolytes et en ions, donc en minéraux. On utilise ça, donc le ρ, pour connaître la quantité de minéraux qu'il y a dans les trois sont liés, on va le voir sur le schéma qui suit. Alors, il a créé le bioélectronogramme pour mesurer ces paramètres, le sang, la salive et l'urine. Parce que si on étudie la santé d'un être humain, on va pouvoir, par rapport aux valeurs de pH, de RH2 et de ρ du sang, de la salive et de l'urine, en fonction de tables qui sont identifiées sur des populations saines, voir où c'est déviant et quels sont les risques de maladie. Donc, un beau schéma dans lequel on a ici le RH2 et ici le pH. Et les traits que vous avez en oblique, c'est le ρ, et on voit qu'il y a une relation directe entre ρ et la relation pH et RH2, c'est-à-dire potentiel d'oxydoréduction. Donc les trois sont intimement liés. 4 cadrans, acide réducteur, alcalin réducteur, alcalin oxydé, acide oxydé. On ne va pas rentrer dans le détail, c'est passionnant. Allez y jeter un œil. Et lui, il a fait une carte des maladies en fonction des différents secteurs. Et la santé parfaite, elle se situe à un RH2 de 21 et un pH de 7. Et si on dévie de ça, eh bien, on a tout un ensemble de pathologies possibles. Vous voyez, les cancers, ils sont là. Qu'est-ce que ça veut dire que les cancers sont là à ce moment-là? C'est que si on arrive à déplacer les curseurs, que ce soit au niveau du RH2 ou du pH, ben, le cancer ne peut plus exister. Donc, il y a moyen de résoudre certains types de maladies, enfin, toutes ces maladies-là, simplement en changeant le milieu. Et il a donc confirmé l'idée que la maladie, c'est pas le problème. Le problème, c'est le milieu. Donc, traitons le milieu et la maladie disparaît. Alors, si alcalin, c'est juste normalement, c'est en acide les cancers. C'est ça que je c'est comme si c'était un... Normalement, les cancers se développent sur un terrain acide. Alors, il ne faut pas confondre un terrain acide et les paramètres du sang. Visiblement, il y a une différence. Je ne suis pas expert dans le sujet, mais ça va à l'inverse. Parce que si vous êtes alcalinisé, c'est justement qu'il y a un problème d'alcalinisation et que le corps combat l'alcalinisation en alcalifiant. Sauf que... En général, c'est l'inverse. On va pas trop... Ben non, parce que quand on est trop alcalin, il faut mettre de l'acide. Le problème, c'est que c'est le terrain qui se dégrade bien acide. De fait, les paramètres sont différents. C'est parce qu'il y a une homéostasie.
suis pas spécialiste. Non, Voilà. mais, simplement pour dire que ça montre que Claude Bernard avait raison, que le terrain c'est tout, plutôt que de traiter la bactérie comme disait Claude Pasteur. Donc ça sont les deux grandes écoles et la naturopathie entre autres travaille sur le terrain en essayant de changer justement ce terrain qui est dégradé pour retrouver la santé parfaite, voilà, avec des paramètres. Donc de fait, le terrain est acidifié quand on est malade. Alors Jeanne Rousseau, elle était la collaboratrice de Louis-Claude Vincent. Elle était docteur en pharmacie et elle a assisté à faire toutes ces études. C'était vraiment la cheville ouvrière de ses travaux. Elle a mis au point également la baignoire Hydrospire, que vous connaissez bien, parce que je crois qu'il est l'heureux propriétaire d'un des 2 exemplaires qui restent. Baignoire Hydrospire ou hydrodynamique. Alors le principe, c'est 2 vortex, ici, qui tournent en sens, enfin celui-ci tourne dans ce sens-là, et celui-là tourne Dans l'autre sens. voilà, dans l'autre sens. Ce qu'elle a remarqué, c'est qu'en vortexant de l'eau, avec les 2 mouvements, on arrive à rétablir les paramètres qu'avait indiqué Louis-Claude Vincent. Le pH revient, la réductibilité revient, ça reste dedans. Simplement en brassant l'eau, parce qu'on la revitalise et on lui redonne son potentiel maximum. Donc on revient sur une eau absolument saine. Immerger une personne dedans, elle a prouvé que ça amenait aussi à la guérison. René Quinton. Alors, Quinton était un naturaliste, physiologiste et biologiste français. Alors, je vous mets les dates parce que c'est important d'arriver à les situer les uns les autres dans le temps. Parce qu'on en entend tous parler, il date de quand. Il y a une chose importante que je veux dire par rapport à la bioélectronique de Vincent, c'est que par rapport à ses études, on remarque que ici, le RH2 doit être très faible. Le RH2 doit être très faible. Et le RH2 est très faible quand les eaux sont très peu minéralisées. Et donc, il en a déduit qu'il fallait des eaux peu minéralisées. Il y a d'autres paramètres qui indiquent effectivement ça. Moi, j'ai toujours été surpris de ce constat parce que quand on va en cure thermale, les eaux sont hyper minéralisées. Elles sont carrément tellement minéralisées qu'elles sont non potables. Et pourtant, on nous les fait boire. On nous les fait boire au griffon. Vous prenez votre gobelet, vous la buvez sur place. Quand j'ai fait une cure thermale, moi j'ai dit, bah attendez, moi je vais me balader, là, je ne vais pas revenir à 17h. Je vais la prendre dans ma gourde, je vais la boire à 17h. Vous la buvez ici. Vous revenez à 17h et vous la buvez. Parce que l'eau perd ses propriétés ensuite. Et l'intérêt, c'est d'avoir l'eau qui a toutes ses propriétés et ses minéraux. Donc il y a un lien entre la vitalité de l'eau et ses minéraux et leur assimilation. Louis-Claude Vincent a travaillé majoritairement sur des eaux de réseau, des eaux déjà traitées. Alors effectivement, on peut faire des constats au niveau de la santé de la population, mais c'est plus une eau vivante. D'accord ? Alors ce n'était pas la totalité, mais la majorité. Donc, si vous entendez parler du fait qu'une eau doit être très peu minéralisée, c'est grâce à Louis-Claude Vincent. La plupart des gens ne le savent plus. C'est lui qui l'a dit. Et la raison, soyez conscients que le lien entre assimilation des minéraux et capacité d'assimilation des minéraux dépend aussi de la vitalité de l'eau. Donc, boire une eau en bouteille qui est très minéralisée, c'est une aberration, parce qu'on va faire travailler les reins qui vont devoir éliminer tous ces cailloux. Mais si on a une eau vivante, et c'est l'objectif d'Amilo, on est dans un autre schéma, totalement différent. Voilà. Alors, revenons à Quinton. Quinton, lui, s'est intéressé à l'eau de mer. Pourquoi ? Parce que il a capté que on venait tous de la mer. Et il est allé rechercher dans quelles conditions chaque être était apparu, chaque règne était apparu sur Terre, quelles étaient les conditions de l'eau, les températures de l'eau, la composition et les concentrations dans l'eau de mer. Et il s'est rendu compte que ces concentrations-là, ces conditions-là étaient optimales pour la santé de cet animal-là ou cet être-là. C'est pour ça que pour le chien, ce n'est pas la même température corporelle que pour l'homme. Et il a publié un livre qui s'appelle L'eau de mer, milieu organique, en 1950, mais au tout début du XXe siècle. Puis, il a ouvert à Paris des dispensaires marins, où il pratique des injections de plasma de Quinton. Le plasma marin de Quinton, c'est quoi? C'est de l'eau de mer, microfiltrée à 22 microns et ramenée à l'isotomie. Alors,
on microfiltre à 22 microns pour enlever les bactéries qu'il pourrait y avoir, et pas plus parce qu'à 22 microns, on a encore le phytoplancton, c'est-à-dire on a du végétal qui maintient la vie dans l'eau. Et on parle d'isotonie. L'isotonie, c'est-à-dire qu'on a la même concentration dans cette eau que dans le liquide intercellulaire, le plasma sanguin. Cette concentration, elle est d'un tiers environ de celle de l'eau de mer. Donc vous devez, si vous utilisez de l'eau de mer et que vous voulez la transformer en plasma Quinton, prendre un volume d'eau de mer et 2 volumes d'eau pure. On la ramène à l'isotonie et on l'injecte. Dès l'ouverture, il a pratiqué plus de 300 injections par jour. Ce n'était pas des petites injections, hein, c'était un demi-litre d'eau par jour. Et c'est en sous-cutané. J'ai pas eu le cœur de vous montrer les photos de ce que ça donne au niveau des enfants. Il a traité des enfants de maladies sévères, genre choléra, dyspepsie, de toutes sortes, des adultes aussi, avec choléra, malnutrition, eczéma. La liste des maladies, des pathologies est très très longue, avec des guérisons spectaculaires dans des durées très très courtes. C'est très documenté, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont été guéries grâce à Quinton à l'époque, dans ces dispensaires. Il y avait plusieurs centres à Paris, et puis un de ses collaborateurs avait ouvert également plusieurs centres à Lyon. Il y en a eu également en bord de mer. Donc ça a été une politique de santé très intéressante, et beaucoup de gens ont bénéficié de ça. Sauf que pour valider ça face à la faculté de sciences, c'est que de l'eau de mer, et puis il n'y a rien de particulier dedans. Ils ont eu l'homologation jusque dans les années 80, si j'ai bonne mémoire, puis ils l'ont perdu, et depuis, on rame pour avoir de nouveau l'AML. C'est lui qui a changé le sang du chien complètement. Ouais, il a fait une expérience, il a pris un chien Il a vidé son sang. qui était galeux, hein, il n'était pas en bonne santé. Il l'a vidé entièrement de son sang, et il a remplacé le sang par du plasma de Quinton, c'est-à-dire de l'eau de mer diluée. Comme étant de la tenue, je ne sais pas. C'est la même substance. Le chien était incapable de bouger après ça. Il est resté 3 jours sans pouvoir bouger, puis il a commencé à bouger. Au bout d'une semaine, il se tenait debout et commençait à avoir de nouveau du tonus. Et la semaine suivante, il était guéri, il pétait le feu. Donc, Il est mort écrasé. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que si jamais on est vraiment pris en panique et qu'il y a une perte de sang, on n'a pas de transfusion, on peut s'injecter du isotonique, oui, et ça marche. ça marche très Ça bien. peut sauver. Et de la même manière, il n'est pas nécessaire de faire une transfusion sanguine. La moelle osseuse est là pour produire les globules rouges, et puis les globules blancs se produisent aussi, donc on n'a pas besoin d'injecter du sang d'une autre personne. Juste pour information, l'eau de Quinton, elle est encore vendue aujourd'hui. Oui, Maintenant, c'est une boîte espagnole qui a repris le brevet, qui prend de l'eau au large de Saint-Malo. Elle est trimballée en Espagne pour être filtrée et revendue en France. Et il y a les laboratoires Beauchamp à Nantes qui la fabriquent maintenant. Alors, l'eau ne peut pas être puisée n'importe où, ni à n'importe quelle profondeur. Pour Quinton, il faut qu'elle soit dans un vortex marin, c'est-à-dire un endroit où il y a un enroulement, un vortex naturel. Il en a identifié quelques-uns. Le premier, c'est au large de Saint-Malo, et le deuxième, c'est au large de la Corolle, je crois, dans le golfe de Gascogne, côté espagnol. Et cette entreprise espagnole utilise cette eau-là, et non pas l'eau de Saint-Malo, si je donne. Alors, une petite anecdote, moi quand j'ai cherché sur Quinton, sur Internet, sur YouTube, j'ai la chance de bien comprendre l'espagnol, j'ai trouvé énormément de documents du Nicaragua, parce que le Nicaragua connaît le principe de Quinton et l'utilise énormément. C'est-à-dire qu'en première intention, on soigne avec l'eau de mer. Et après, on voit s'il connaît autre chose. Donc que ce soit en médecine humaine ou en médecine vétérinaire, ils les utilisent énormément. Ils sont totalement à la pointe. Il faut savoir quand même que quand Quinton est mort, lorsque Quinton est mort en 1925, il a eu droit à des obsèques nationales. Et il y a des chefs d'État de quantité de pays du monde qui sont venus lui rendre hommage. Voilà la notoriété qu'il avait, et voilà l'aura qu'il a eu du fait des résultats qu'il avait sur un grand bonhomme. Et donc ça permet aussi de mieux comprendre pourquoi dans les billes en silice du modèle habitation aussi du sous-ailier, on
utilise des billes qui ont une fréquence calcaire marin. Parce qu'on retrouve les propriétés de ce qu'on a dans la mer. Alors, de plus en plus costaud, Victor Schauberger. Schauberger, c'était un garde forestier autrichien. Ses 3 autres frères ont tous été ingénieurs, ils sont partis à la ville. Lui, il a dit, je veux pas. Je veux rester dans mes montagnes et je veux être garde champêtre. Garde forestier, il a passé toute son enfance et toute sa jeunesse et puis toute sa vie à observer la nature, observer l'eau, observer les arbres. C'est un grand observateur de la nature. Et il a déduit que la vie est un processus produisant de l'ordre, du mouvement et de l'énergie. Son grand sujet d'observation, ça a été le vortex. Et il a utilisé les vortex pour développer des techniques négantropiques, c'est-à-dire qui génèrent de l'ordre, diminution du désordre, la négantropie. L'entropie, c'est une création de désordre. Comment il le faisait? Par un mouvement centripète, c'est-à-dire un mouvement qui va vers le centre. On voit qu'un vortex, c'est un mouvement qui part de l'extérieur et qui va vers le centre en s'accélérant. Et par de l'implosion. L'implosion, c'est le contraire de l'explosion. On ne va pas vers l'extérieur, on va vers l'implosion. Et ça produit une énergie gratuite. Il a développé des moteurs avec des systèmes centripètes ou à implosion avec de l'eau, des moteurs, des systèmes de chauffage, des systèmes pour nettoyer l'eau, des quantités de systèmes. Ça a été un inventeur génial, dont les talents ont été utilisés par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il avait fait un moteur qui permettait de faire voler un appareil. Et il est ensuite parti aux États-Unis, où on lui a piqué tous ses brevets. Et là aussi, ils ont utilisé ses compétences, mais ils l'ont laissé rentrer chez lui, les mains dans les poches, et il est mort dans les 15 jours qu'on suit. Pour lui, il s'agissait de vitaliser l'eau et de lui donner la capacité de se dépolluer aussi. Donc, une eau doit être vivante. Pour être vivante, elle doit être en mouvement. Alors, on voit ici un ensemble de schémas, ou pas, on ne voit pas grand-chose. Là, par rapport à la forme des arbres, à quelle énergie ça correspond, par rapport aux énergies plutôt telluriques, et donc horizontales, ou plutôt cosmiques, donc verticales. Ici, des notions de forme ovoïde en vortex. On voit vraiment qu'un vortex, ce n'est pas une forme circulaire. Oui, c'est une forme qui est légèrement ovoïde, puisque quand on regarde un vortex dans l'eau, on va voir qu'il y a des veines plus épaisses qui correspondent à ça. La machine qu'il avait fait, la Repulsine, dans laquelle c'est une forme de turbine extraordinaire. On a du mal d'ailleurs à comprendre ces schémas parce que les documents qu'il avait laissés aux États-Unis sont revenus dans le domaine public, sauf finalement probablement quelques-uns. L'intérêt de la forme ovoïde, il a démontré que dans une forme ovoïde, l'eau se conserve, et elle conserve ses propriétés. Ce qui explique pourquoi les anciens, enfin les Romains et autres, utilisaient des amphores et non pas des bouteilles comme nous. C'est un non-sens de faire un cul plat ou un cul qui est rentrant dans une bouteille. Et il faudrait... Ça tient mieux. Oui, ça tient mieux, mais c'est un côté pratique pour nous. Mais par rapport au contenu, c'est une aberration. Donc les formes ovoïdes, il a démontré qu'il y avait des vortex qui se développaient dedans, donc voilà, et puis ça remonte. Sa machine de chauffage et climatisation, c'est vraiment extraordinaire. Si vous avez envie de vous cultiver, lisez l'ouvrage de Schauberger. Difficile à trouver en français, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que 2 livres. Et pour ma part, je vous conseille. Je ne l'ai même pas pris. Le génie de Schauberger, Le génie de Victor Schauberger, un livre couverture verte. Moi, c'est plus qu'il est dans les jours. Bartholomew. Voilà. On est toujours sur Schauberger, le fonctionnement d'une rivière, l'eau ne coule pas à plat, l'eau fait des méandres parce que l'eau a besoin d'être tout le temps dans ce mouvement de rotation. Et non seulement elle fait un mouvement ondulatoire ici, mais c'est surtout parce qu'elle fait un mouvement ondulatoire en son sein même, c'est-à-dire un mouvement en pas de vis. Et donc une eau qui va prendre un virage à gauche se met à tourner vers la gauche comme ça.
ce qui fait qu'elle ne déborde pas parce qu'elle revient vers l'intérieur dans ce mouvement. Et donc elle se projette là sur le bord et elle revient, et puis ensuite elle repart dans l'autre sens. D'accord ? Et ça, il a démontré que ça marche. À tel point qu'en Bavière, où ils sont amusés pendant longtemps à canaliser les cours d'eau, parce que c'est plus simple, quand une rivière passe dans un village, on canalise, la santé des personnes, des habitants, avait baissé. Et ils se sont intéressés au processus. Et il y a un Autrichien, je crois, ou allemand, du nom de Hans Grober, qui a appliqué les techniques de Schauberger. Il a recréé des méandres. C'est simple, hein. La rivière est droite, hein, mais il a fait des chicanes en arrêt de poisson, de manière à ce que l'eau bascule comme ça et elle se balance d'un côté à l'autre, en utilisant des roches, des schistes, des quartz venant des Alpes. Et sur les 8 km où il a fait ça, eh bien, la qualité de l'eau entre l'amont et l'aval, on ne peut rien avoir. En aval, l'eau est dépolluée. Voilà. L'eau est dépolluée, la faune a changé, la flore a changé, c'est plus la même eau. Et l'hiver suivant, il y a eu des grandes crues, l'eau a débordé ailleurs, n'est pas là. Donc c'est comme si la rivière, quand elle est vivante, était capable de se gérer et de gérer son lit. Et il a constaté qu'effectivement, durant cette crue, la rivière avait ramené des cailloux. Du fait de ses mouvements, elle a ramené des cailloux sur les extérieurs pour protéger son lit. Donc on est, serait-on en présence d'un corps vivant, hein. Là c'était la première expérience probante qu'il ait faite. Il a construit un canal pour le flottage du bois. Il y avait des gros problèmes de flottage du bois à cette époque en Autriche, et dans la rivière, les bois se coinçaient et c'était très dangereux parce que des humains devaient intervenir. Il y avait des morts. Et lui, il a dit, mais on pourrait mettre en place un canal. Et dans un temps record, il a mis en place un petit canal, mais relativement, enfin vraiment très petit par rapport à la taille des billes de bois. Vous voyez, la bille de bois est là, et là c'est la taille du canal. Et il a, avec juste la quantité d'eau nécessaire pour que ça flotte, et en suivant les méandres de la rivière. Et il a démontré que ça ne se coinçait jamais, qu'on pouvait faire flotter des morceaux de bois plus lourds que la quantité qui était déplacée là, donc c'est très impressionnant. Voilà, des livres passionnants, vraiment intéressants. Théodore Schwenk, là on change de sujet. Ouais, parce que sur le vortex, c'est les travaux de Nassim Haramein. Oui, Nassim Haramein, c'est un petit peu différent. Je n'ai pas creusé la notion de vortex chez Nassim, je connais la notion de trou noir. Le début de sa recherche, c'était justement suite à ça. En fait, lui, il a continué dans l'idée de départ de vortex. Alors, Théodore Schwenk, là on est sur un ingénieur hydraulique, 1910-1990. Il a utilisé la méthode des gouttes sensibles, c'est-à-dire qu'on va faire tomber une goutte dans un milieu avec du glycol, de manière à voir les déplacements, c'est-à-dire qu'on freine un petit peu le milieu, et on va regarder comment les liquides se déplacent. Bref. Donc là c'est l'exemple de ce qu'on a si on prend un bac d'eau avec du glycol, puis on trace juste avec le doigt, on passe dedans ou avec un objet, et on regarde les vagues qui se développent. Au début c'est des vagues simples, et puis progressivement elles vont s'enrouler et créer des vortex. Et donc il a mis en évidence que l'eau est un médium sensible à des forces extérieures, dont les vibrations de l'air, est capable de transmettre des forces génératrices de forme. Donc l'eau peut capter une vibration extérieure et la traduire sous la forme d'une forme. Voilà. Les vagues, c'est pareil, c'est le vent, c'est aussi une vibration qui arrive sur l'eau. En allant plus loin, on se rend compte que la pensée aussi peut générer des formes dans l'eau, on verra avec un cerveau de l'auto. Il a écrit un bouquin qui montre tous les travaux qu'il a fait là-dedans, qui s'appelle Le chaos sensible. Et ça, c'était bien avant qu'on parle de la théorie du chaos. Donc lui, il a montré ces notions. Théodore Schwenk. C'est très beau, Alexander Walter Vasser. C'est un peu similaire à Schwenk, mais ici, on est sur le son. Donc c'est une vibration qu'on va étudier, qui est le son. C'est l'étude des formes acoustiques
générée par le son dans l'eau. Donc là, des exemples, en fonction des fréquences, vous mettez une goutte d'eau et puis vous regardez, vous mettez une fréquence et vous regardez la forme qu'elle prend. Et c'est spectaculaire. Donc on fait varier avec un potentiomètre, on fait varier la fréquence, et on voit la goutte qui change de forme. Qui monte, qui prend des formes en croix, en trapèze, en diagonale, enfin, en quinconce ou autre, c'est... Voilà. Il a étudié donc les formes générées et leur parenté avec des structures existantes dans la nature, c'est-à-dire l'analogie de ces formes avec des fleurs, et pour voir à quoi ça correspond, à des fréquences particulières, et on peut extrapoler sur des médicaments par rapport à certaines fréquences ou autres. Très intéressant. Bindu, pas connu, et pourtant, on va sur ces travaux dans un Milo. Dans un Milo, vous avez vu le système de vitalisation, les 4 éléments. Les 4 éléments, c'est Bindu qui en a parlé. Donc lui, il a bâti un nouveau modèle de structure de l'eau liquide, basé sur la tradition asiatique, parce que lui, il était asiatique, et les 4 éléments, terre, eau, air, feu. D'ailleurs, vous avez vu hier avec Elena, que ce n'était pas qu'en Asie qu'on utilisait les 4 éléments. C'est connu depuis tout temps, depuis très très longtemps, et même en Occident. Donc l'eau est un vecteur de la vie et un capteur d'énergie. On arrive à obtenir des organisations cristallines, pentanaires, trimaires ou libres dans l'eau. Donc ça, c'était l'objet de ses études. Et il a travaillé également sur la mémoire de l'eau. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une mémoire de l'eau? Ça veut dire qu'elle est capable de stocker de l'information ou de l'énergie. Et de la restituer. Stocker et restituer. Information ou énergie. Ce qu'on constate, c'est que toute interaction chimique avec l'eau modifie sa structure et crée une mémorisation. Donc, il vient modifier sa structure. L'eau traduit l'information passive de l'ADN en un signal actif agissant sur des récepteurs biologiques. Donc c'est l'eau qui vient capter l'information qui est dans l'ADN pour la transférer ensuite au reste du vivant. Donc dans notre corps, l'eau a un rôle majeur à jouer par rapport à l'hérédité, par rapport au fonctionnement de notre organisme en relation avec l'ADN. J'ai mis Jacques Benveniste juste après parce qu'on vient de parler de mémoire de l'eau. Jacques Benveniste, vous en avez certainement entendu parler parce qu'il y a eu un joli scandale à son sujet. C'était un médecin biologiste français, 1934-2004. C'était une sommité en immunologie. Il était nobilisable, on s'attendait à ce qu'il ait un prix Nobel. Et puis un jour, une de ses collaboratrices, lors d'une expérimentation sur des allergènes, s'est trompée et elle a dilué beaucoup plus que ce qu'il fallait. Sauf que le résultat était le même que ce qu'ils attendaient. Alors, elle a été surprise, elle lui en a parlé, et lui, en bon scientifique ouvert, il s'est dit, c'est pas normal, on va le refaire. Ils l'ont refait une fois, et à chaque fois ça marchait. Donc il a poursuivi ses recherches par rapport à ça, voir l'effet des dilutions. Et il a constaté que l'eau mémorise les informations des substances avec lesquelles elle est mise en contact. Quelle que soit la substance. Et même si on dilue, une fois que l'eau a été mise en contact avec cet élément, vous avez beau diluer autant que vous voulez, l'information est présente. Alors, on verra ensuite, plus récemment, on a vu qu'il y avait des dilutions sur lesquelles c'était plus efficace, moins efficace, c'était des effets positifs ou négatifs. Donc attention aux dilutions, c'est pas du tout anodin. Donc quand vous faites de l'homéopathie, ne changez pas les dilutions, parce que c'est pas le même produit que vous avez. Parce qu'il s'agit ici de fréquences, et de fréquences qui peuvent être perçues par l'organisme. Donc, l'interaction entre l'eau et l'ADN, exactement ce sur quoi a travaillé Bindu. Il a publié dans Nature ses travaux de recherche, et c'était tellement fracassant comme évolution de la pensée que Nature a publié, et puis ensuite a essayé de détruire ce qu'il avait fait. Donc plutôt que d'essayer par des arguments scientifiques, ils ont fait appel à des magiciens pour lui faire refaire son opération devant des magiciens, vous imaginez dans quel stress, et pour essayer de voir où il trichait. On n'a pas pris en compte ce qu'il faisait, mais on a voulu démontrer qu'il trichait. Et ces travaux ont été oubliés, on s'est débrouillé pour qu'on n'en parle plus, parce qu'il ne s'agit pas que l'eau est une mémoire, sinon c'est qu'on peut soigner les gens autrement. Et ses successeurs ont démontré la composante électromagnétique du phénomène, c'est-à-dire que si l'eau stocke de l'information,
c'est grâce à une information électromagnétique qui est stockée dans l'eau. Donc on revient à la bioélectronique de Vincent, qui nous montre qu'il faut des protons, il faut des neutrons et une résistivité particulière. On revient aux travaux de Vilmu, on commence déjà à faire l'amalgame de tout ça. Juste une question, peut-être on a déjà eu la réponse, mais elle me vient, c'est par rapport à ce que tu disais, par rapport à Jacques Galvéniste. L'eau qui mémorise en fait la mémoire d'une particule ou de quelque chose avec laquelle on contacte. Et nous, par exemple, on va enlever toutes les particules de pesticides, grâce au système amylo, des médicaments, etc. Et qu'est-ce qu'il en est en fait de la mémoire de cette eau qui a été en contact avec des médicaments, des On pesticides? ne fait pas qu'enlever. Le module de vitalisation est là pour informer. Donc donner une autre information. Donc elle disparaît, l'information? Restructurer l'eau pour lui donner une information différente qui soit porteuse de vie et non pas pâteuse. Alors si on a le raisonnement par rapport à votre slide, si on prend de l'eau amylo et qu'on la met dans un étang, une rivière, une mer qui est pas trop, est-ce que ça peut changer, comme l'homéopathie, l'eau? Ben, il n'a pas écouté, c'est lui qui a fait ce genre de choses. Loïc, tu t'es distrait. Il y a une question pertinente. Si on dilue de l'eau amylo, en fait, dans un endroit poli. Merci de cette petite intervention. On va faire un break de 30 secondes juste pour une question d'organisation des repas de ce soir. Parce que comme il y a aussi des plats à emporter pour ceux qui partent. Ceux qui partent là, juste après. Plutôt ceux qui partent pas. Alors qui reste? Qui c'est qui reste alors? Qui c'est qui reste manger? Il va falloir quand même compter les autres parce que... Ceux qui restent manger. Ceux qui restent manger ce soir, ici. Tout à coup, il y en a plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et une troisième fois, il y a Tous qui restent. Voilà. Et emporter. Ceux qui sont emportés, pour qu'on soit sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ouais, demain il y a du place. Bon, ben, mais aussi, 22. Pendant les douches sur le nez. Ouais, ça doit être ça. La question c'était, est-ce que si on a de l'eau chiffrée, vitalisée amylo, on la met dans un étang où on réserve de l'eau de qualité moyenne, est-ce que ça va revitaliser l'information? Ouais. Après, ça dépend aussi des conditions, de la profondeur, de l'exposition, de ce qu'il y a dans les fonds aussi, de quel type de terrain on a. Donc il y a quand même des conditions du milieu extérieur, des choses qui influent et qui peuvent modifier, mais oui, c'est sûr que si on détaille de l'eau, après, dans ces genres de cas-là, il faut avoir un circuit fermé avec une pompe. Et là, oui, là, il y a des effets qui sont... Moi, c'est pas ça, parce que je le fais. Je ne sais pas si je dis peut-être c'est une bouteille, une goutte d'eau dans la mer, et chaque fois que je pars quelque part, je prends ma bouteille à niveau, je revitalise en Espagne par exemple, et je jette de l'eau à niveau dans la mer. Parce qu'après, il faut bien voir aussi qu'il y a différentes dimensions vibratoires. Il y a l'aspect, on va dire, biologique qu'on peut percevoir à travers un changement au niveau des algues ou des particules qui est dans l'eau, des choses comme ça. Mais il y a aussi toutes les dimensions vibratoires beaucoup plus subtiles qui sont en relation avec l'intention de et là qui dépassent. Voilà. Donc je vous invite tous à le faire. Allez. Très bonne initiative. Encore une. Alors, on continue. Donc, là, on était sur des grands noms, j'allais dire neutres. Maintenant, on va avoir deux personnes qui ont leur propre système. Le premier, c'est Johann Grander, qui est un Autrichien du Tyrol. 1930-2012, donc mort récemment.
il a quitté son emploi à 49 ans pour se consacrer à l'eau. Il se trouve qu'il a hérité d'une mine ancienne dans laquelle il y avait une source. Et ça l'a interpellé parce que cette eau était vraiment très particulière. Il a essayé de savoir pourquoi, comment, parce que avec cette eau, les plantes poussaient différemment. Et il s'est mis à faire des traitements de l'eau avec un moteur à aimant naturel pour augmenter l'ordre interne de cette eau, donc comme dans les cellules. En améliorant l'état de l'eau, il crée un système stable avec pour conséquence une capacité auto-nettoyante renforcée de l'eau et une meilleure qualité d'eau de manière générale. Pour lui, l'eau est un élément cosmique. Cosmique, ça nous ramène à Marcel Violet, capter les ondes cosmiques ou infraviolettes. Voilà. Le système grandeur, c'est un système qui est assez simple. Vous avez un bidon avec de l'eau dedans, de l'eau fortement informée, et vous avez juste un tube en cuivre qui fait un S, un mélange. Voilà. C'est un tube en cuivre avec un emballage d'aluminium, enfin une emballage d'aluminium. C'est tout ce qu'il y a dans la boîte. L'eau passe dedans, elle est informée. Point. Ouais. Ça c'est là. Et donc on est sur une technique qui ne filtre pas, il n'y a aucun filtre. Par contre, on informe l'eau de manière à ce qu'elle ait la capacité de se régénérer. Non, enfin pas de se régénérer, mais de former des structures différentes autour des polluants et des corps étrangers, de manière à ce qu'ils ne polluent plus l'organisme qu'il est mangé. Se fixe pas. On ne peut pas les fixer du coup. Elles sont... Non, on ne les fixe pas et on n'est pas sensible. Et de la même manière que les rats de Marcel Violet finissaient par être immunisés contre toutes sortes de pollutions extérieures, alors là c'est le système que fait Johan. J'en sais pas plus parce que c'est un peu secret ce qu'ils font avec l'eau. J'avais vu une fille sur un salon qui vendait des rondelles et qui utilisait, et c'est vrai qu'il y avait plus de chlore. Alors, je ne comprenais pas comment. Pour moi, c'est un peu une. Parce que si vous avez le goût du chlore, c'est que le chlore est associé à l'eau. Donc il y a une structure autour du chlore. Si l'eau forme d'autres structures autour de ce qu'elle contient, le goût disparaît. Mais le chlore, le chlore ne peut plus agir. D'accord. De la même manière que quand on parle de mémoire de l'eau, il s'agit de structure. C'est-à-dire que l'eau va former une structure qui correspond au type de molécule qu'il y a dedans. On enlève la molécule et la structure reste, vous avez les effets de la molécule, même s'il n'y a plus la molécule. Si on modifie la structure, peu importe la molécule, elle sera non agissante. C'est ce que nous démontre tous ces Le suivant. Oui. Non, je voudrais dire, j'ai installé un fil chez quelqu'un qui avait quand même le goût du chlore, il était là. S'il m'a demandé d'améliorer sa qualité d'eau, c'est qu'il n'avait pas super confiance non plus à 100%. De vitaliser quand même de l'eau qui est pas filtrée. C'est plus rassurant mentalement de filtrer l'eau. Ouais. Et puis au niveau du goût, c'est meilleur. J'ai pas essayé. Est-ce que les polluants sont peut-être plus nombreux? C'est quoi? Les polluants sont peut-être plus nombreux maintenant. Les polluants sont plus nombreux. Compliqué de filtrer. Le suivant, Roland Clocher. Alors lui, c'est un Allemand. Celui-là, il a sévi en Suisse. Il s'intéressait beaucoup à l'eau. Et il a développé un système qui permet, donc ça c'est sur leur site que j'ai trouvé ça, le lancement, l'activation et l'optimisation de processus naturels de régénération et d'harmonisation. C'est très intéressant comme technique. Il va capter des rayons cosmiques et il va informer de la matière. Donc il informe de la poudre de quartz, du carbonate de calcium, de l'aluminium, du bois, du textile. Avec son système, il est allé revitaliser les eaux du lac Léman. Le lac Léman était un lac mort. Il a immergé des espèces de tubes en plastique, a enduit avec des plaques qu'il avait mis dedans, à différents endroits du lac, où il a revitalisé le lac entier. Il a revitalisé le lac Léman, il a revitalisé le lac de Constance, et il y en a plein d'autres aussi qu'il a revitalisé. Donc lui, uniquement avec des poudres informées. Et il vend des poudres, il vend différents systèmes. Les effets, par exemple, sur le lisier sont très intéressants. Le lisier, ça pue, le liquide va au fond, il y a une poudre qui se nage super sur place. On met la poudre clochère et
le lisier reste entièrement liquide, ça ne pue pas, c'est complètement différent. Et quand on l'épand sur les champs, ils ont fait un essai, ils ont épandu du lisier clocheur d'un côté, du lisier non clocheur de l'autre, et ils ont jeté des moutons dedans. On voit les moutons qui s'éparpillent, et très rapidement ils vont tous d'un seul côté. Et on voit vraiment la limite entre les deux. Et ils s'arrêtent net, les moutons. Voilà. C'est très intéressant. Il est toujours vivant. Donc on peut modifier des processus biologiques simplement en informant de l'eau. Il est vivant toujours? Mais il il est toujours vivant. J'ai pas la date. C'est pas marqué en tout À moins que ce soit récent, et il est encore vivant. Alors, il fait donc quantité de choses, je vous ai dit. Il revitalise, il restructure et dynamise de l'eau, mais également d'autres choses. Donc, c'est l'élevage, l'alimentation, les purins-lisiers, l'agriculture, l'arboriculture, les eaux potables, les plans d'eau, les eaux, etc. Voilà, les systèmes. Le problème, c'est que les systèmes ne sont pas stables avec Crochet. Il faut en racheter, ouais. Pour traiter un lisier, régulièrement, on crée du produit. Oui, mais même le système de vitalisation en alu, là, qui fait multicouche, en fait, aujourd'hui, quand il a développé ces systèmes, il n'y avait pas encore les pollutions GSM. Ah oui. Et donc, ça avait une efficacité redoutable. Maintenant, c'est une catastrophe parce qu'il finit par se vider au niveau de l'information. Il va capter les informations nocives pour les redistribuer. Alors, Masaru Emoto. On connaît pour lui. Masaru Emoto, on a vu ses dessins. J'en ai pas trouvé avec marqué en français, mais bon. C'est un chercheur autoproclamé, japonais, 1943-2014. Pourquoi je dis autoproclamé? Parce que il n'est pas du tout reconnu au niveau scientifique. Il n'est pas reconnu pour une raison, je vais vous expliquer un peu. Il a fait des photos de cristaux d'eau. On revient un petit peu aux cristallisations sensibles. Il y a des choses qu'on a vues chez Lauterblasser et chez Theodor Schwenk. C'est un peu similaire. Donc, on fait tomber une goutte d'eau sur une plaque très froide et elle va cristalliser instantanément. Et on regarde les motifs qui sont formés. Et donc, il a montré qu'il y avait une influence sur la qualité de l'eau, une influence du son, également une influence de la pensée sur la forme des cristaux. Donc, si on envoie une pensée de compassion, on peut avoir ce type de cristaux. Si on envoie merci, on a ce type de cristaux. Wisdom, c'est la sagesse. Voilà. La musique heavy metal, la phrase je suis tué, bon, tout un tas d'insultes. Et ça. Tu l'as en français. Bien. Et ça c'est l'eau avant, puis après une prière bouddhiste. Alors, pourquoi il n'est pas reconnu scientifiquement? C'est parce que quand on fait quelque chose de scientifique, on prend les échantillons au hasard. Lui, il choisit les photos qu'il va montrer. Donc bien sûr, on a des très belles photos, mais parmi le lot de photos qu'il avait, il y en a qui n'étaient pas comme ça. Donc ça ne veut pas dire que ça n'existe pas et que c'est pas vrai. C'est simplement que c'est pas systématique, et c'est pas toutes les gouttes d'eau. Donc on n'est pas sur un processus qui scientifiquement est établi. On n'a pas la preuve scientifique. Néanmoins, c'est tout à fait recevable et ça permet de nous ouvrir au fait qu'il est possible de modifier l'eau par la pensée, par le son, etc. On revient à l'information qui est stockée sous une forme dans l'eau. De nouveau. Il y a l'expérience avec le riz qui est intéressante et on le voit vraiment. Avec le riz. Avec le riz. Et on finit avec le professeur Marc-Henri. Alors, il est enseignant-chercheur à l'université de Strasbourg. Il y a tellement à dire sur lui que j'ai pas su quoi mettre. Alors, c'est un chercheur et un conférencier. Je mets infatigable parce qu'on le voit vraiment partout. Il est très très actif sur l'eau et sur ses fonctionnements quantiques. Pour lui, l'eau est une matière purement quantique. L'eau n'a quasiment que des anomalies, si on regarde au niveau chimique et physique. Donc c'est un corps particulier sur notre planète, parmi les autres éléments, et on doit le considérer comme un corps quantique. Il a travaillé sur l'information de l'eau, sur la vitalisation de l'eau, sur les protéodies aussi. Les protéodies, c'est des suites musicales qu'on utilise pour aller informer de l'eau ou un organisme afin de soigner les pathologies. C'est-à-dire que
telle pathologie sera sensible à tel signal. Donc on informe l'eau avec ce signal, des suites de notes particulières, sur des durées particulières, des fréquences précises, et on arrive à guérir des maladies. C'est assez spectaculaire. C'est pas toujours utilisé comme il le faut, il met en garde contre ça aussi. Il y a des gens qui font des protéines et on peut avoir des conséquences graves. On peut tomber gravement malade avec des protéodies mal faites. On informe de l'eau avec des musiques, des morceaux. Ça nous explique aussi probablement pourquoi quand on passe du hard rock, on a des formes dégueulasses dans l'eau, alors que quand on passe de la musique symphonique, c'est une musique concordante. Oui, mais c'est une notion de concordance ou non concordance, c'est-à-dire on joue sur les harmoniques et sur l'harmonie générale. Et puis la médecine quantique. Alors pour la petite anecdote, je sais qu'il travaillait cette année sur un livre, une publication scientifique également, sur la validation de l'homéopathie. Et qu'il était en relation avec le laboratoire du professeur Georges Vieillevent, qui fait de la l'électrophotonique. Donc c'est encore un processus qui permet de mettre en évidence les effets de quelque chose sur du vivant. Quoi que soit ce quelque chose. Donc les protéodies, comme je vous disais, faire attention à la propreté des protéodies, n'achetez pas n'importe quoi et ça peut être dangereux. Et on parle de médecine quantique, donc je vous parlais du laboratoire de Georges Vieillevent, qui permet de mettre en évidence l'impact de n'importe quelle substance sur différents types de produits. On regarde comment ça agit. C'est des processus un peu comme l'effet Kirlian, sauf que là c'est reproductible, on a toujours les mêmes résultats. Alors que l'effet Kirlian dépend de beaucoup de paramètres. Quand on parle de quantique, ça veut dire qu'on ne peut jamais reproduire une expérience exactement à l'identique, parce que on ne peut pas isoler quelque expérience que ce soit du reste. Il est illusoire de considérer un milieu fermé. Quand en science on nous dit dans un milieu fermé, ben, déjà ce postulat est faux. Et on peut constater, on peut même démontrer que d'un point de vue quantique, c'est absolument impossible. Rien n'est jamais détaché ou indépendant du reste. Donc, importance de l'opérateur, importance des conditions météo, pourquoi pas de l'astrologie, enfin, on peut aller loin, il y a des influences. On a tous assisté à l'école à des expériences de chimie où on met un produit, on met le deuxième, ça doit faire vite, ça fait pas boum. Ouais. Tiens, c'est marrant, donc ça devrait fumer bleu et ça le fait pas. Ou ça devrait pas faire grand chose et ça part en live. Donc le fait que ce soit dans une classe d'enfants qui attendent un truc, ça peut jouer aussi. L'observateur est vraiment important. Dans les expériences de Jacques Benveniste, par exemple, quand il travaillait sur l'ADN, il mettait de l'ADN dans de l'eau, on secoue, on dilue, on secoue, on dilue, on secoue. Dilution jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien depuis très longtemps. Par rapport au nombre d'Avogadro, il n'y a plus rien. À ce moment-là, on enregistre sur la fréquence des 10 Hz, je crois, entre 10 et 25 Hz, on enregistre le son, on le met en fichier web, on l'envoie dans un labo en Italie. En Italie, on prend de l'eau, on met des nucléotides, c'est-à-dire les composants de base de l'ADN, on fait passer le son et on attend. Et qu'est-ce qu'on a en sortie? L'ADN qui se reconstitue à plus de 95%, à l'identique du premier. C'est pas de la magie, c'est que l'eau a capté une information, envoyer cette information sous une forme sonore, donc transformation de l'information sous un autre support. On récupère ce support sonore, il est compressé, on l'envoie ailleurs, on décompresse. Alors c'est peut-être dans la compression qu'on a perdu les 5%. Il y a d'autres raisons. Néanmoins, l'eau est capable de capter ce signal et de le renvoyer à l'ADN pour qu'il se reconstitue. Simplement, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fonction de l'opérateur et de l'état d'esprit des opérateurs et des labos, ça marche ou ça marche pas. Il y a des endroits où ça marche tout le temps. Il y a des endroits où ça marche de temps en temps. Il y en a d'autres où ça marche jamais. Il y a des opérateurs avec lesquels ça marchait jamais. Donc on est vraiment sur quelque chose de quantique, c'est-à-dire que le milieu autour fait que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Voilà le propre du quantique. Les travaux de Benveniste ont été repris par Luc Montagnier et ont réussi.
Ils n'ont pas été repris, ils ont été refaits. Il n'a pas poursuivi ses travaux. D'autres l'ont fait. Et il faut savoir par exemple qu'aujourd'hui, c'est du côté de Hong Kong, il y a une clinique de plusieurs milliers de lits où on guérit les gens avec de l'eau informée. Il y a des machines qui sont là pour informer de l'eau. On informe de l'eau et on guérit les gens avec. Je ne dis pas soigner, hein, je dis bien guérir. Oui, tout à fait. Mais pas en Occident. Mais le montagnier, il considère avoir repris les travaux de Belvédiste. Oui, il les a repris pour démontrer. J'ai pas connaissance qu'il ait fait des expériences différentes et qu'il soit allé plus loin que Belvédiste. Il a fait passer par les ondes le bout de la planète, les informations. C'était déjà fait par Non, oui, mais maintenant le protocole est reproductible dans l'infini. D'accord. Alors, c'est pour ça que Luc Montagnier, pour ne pas reconnaître son travaux, il est un peu passé par un fou sur ou un vieux. D'ailleurs, le professeur Montagnier n'a plus le grand groupe depuis. Oui, c'est pas pour rien. Voilà. Marc-Henri, je vous invite vraiment à suivre ce qu'il fait. Une nuance quand même par rapport à son point de vue. Il y a une chose sur laquelle je ne suis pas d'accord avec lui, et je pense que je partage ce point de vue avec lui, c'est sur le fait qu'il faut avoir une eau très peu minéralisée. Et donc à une époque, il préconisait plutôt des eaux osmosées. Pour moi, c'est une aberration de faire de l'eau osmosée. Quand on veut laver plus blanc que blanc, c'est qu'on a quelque chose à laver en soi. C'est pas l'eau qui fait les trucs. Et après, une fois qu'on a une eau qui est totalement désinformée, qui ne contient plus rien, elle est avide d'informations et de minéraux. Donc elle va les pomper où elle les trouve. Et donc si vous l'ingérez, elle est toxique parce qu'elle vient pomper les minéraux et elle ne joue pas son rôle. Elle ne peut pas jouer son rôle. Alors on a des systèmes d'osmose avec 5, 6 bacs ou plus, dans lesquels on enlève, et ensuite on rajoute de l'information, des minéraux, etc. C'est-à-dire qu'on joue les apprentis sorciers et on fait une eau qui est artificielle. Je ne vois pas l'intérêt de faire des eaux artificielles, il y a besoin d'eau naturelle. Je veux dire que les osmoseurs vont réinformer l'eau après, c'est ça? Oui, maintenant on a des osmoseurs, on a des avec la chimie, on repasse dans du charbon de manière à remettre des éléments reminéralisés. Donc ça c'est un point, il a évolué un petit peu, bon lui il remet un peu de sel. Un peu de sel, un peu de citron, deux, trois choses. Puis il utilise de l'eau très très peu minéralisée. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi, parce que bien que Luc Vincent ait montré ça, que l'intérêt des eaux non minéralisées, sur une eau vitalisée, on n'a pas ce genre de problématique. Ça n'a pas été démontré du tout, puisqu'on voit bien que sur les eaux de cure, ce n'est pas le cas. Bon. Continuons. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce que j'ai fait ici, c'est vous donner, peut-être essayer de susciter en vous l'envie d'en savoir plus sur ces personnes. Vous avez remarqué qu'il n'y avait que 2 Européens, à part Masaru Emoto. Et une seule femme. Et une seule femme. Mais ça, je n'en ai pas trouvé beaucoup. Il y en aura certainement plus maintenant. Il existe des auteurs que je n'ai pas cités. On pourrait citer par exemple notre ami qui parle de la 4e forme de l'eau. Plastique. Il s'appelle le professeur Pommier, c'est ça? Oui, donc vous en trouverez d'autres. Faites votre chemin. Vraiment, faites votre chemin. Trouvez vos références. Gérald Pollack. Gérald Pollack est la 4e forme de l'eau. Très intéressant aussi. Donc, je vous invite à être curieux, à vous informer, à creuser ce que vous connaissez pas, à échanger. Et j'avais même rajouté à ne pas accepter de ne pas comprendre. Allez creuser. De manière à devenir bon dans votre domaine. Parce qu'on est là pour informer les gens sur un sujet où ils ne connaissent rien. Il ne suffit pas d'en connaître juste un peu plus qu'eux. Donc essayez de maîtriser le sujet, amenez-leur une ouverture sur des choses différentes, parce que des fois c'est ce qui leur permet aussi de sentir l'élan et d'aller vers mieux. Voilà, donc devenez les spécialistes. Quelques vidéos à voir, les incontournables. D'abord les films de Loïc. C'est pas parce que Loïc est là, c'est parce qu'ils sont vraiment intéressants. L'eau, la médiatrice, il y a eu le premier, puis il y a eu toute une série sur Quinton, sur Claude Vincent, sur Jeanne Rousseau, c'est passionnant. Le film Aquanime, que vous avez probablement tous, puisqu'il fait partie du PAC,
Le film Water, n'hésitez pas à le louer. Et puis allez sur YouTube. Sur YouTube, dès que vous avez quelques noms, après vous aurez d'autres propositions qui arriveront, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et bien sûr, il y a la bibliothèque des documents qu'on a mis dans nos cas. Et ça, Ah oui. La liste alignée. Bah pourquoi pas. Bah oui, parce que ça va donner de aborder un peu de Ah oui. Donc voilà. Merci à vous.